qu'on adore. J'espère que vous allez bien. Merci à tous et à toutes d'être venus pour ce café marxiste. On accueille Guillaume Suin aujourd'hui. Donc avant de le présenter, je voudrais juste remercier le café bar, donc le Royal Est, qui nous accueille pour chaque café marxiste, qui nous accueille super bien, qui sont super gentils, qui nous aident pour l'installation technique et c'est vraiment un plaisir. Donc merci à eux. Je veux aussi vous parler de nos deux journaux que vous avez en vente là-bas, avec notre Tristan habituel. Donc on vend Initiative communiste, notre journal mensuel. Donc pour la plupart vous le connaissez sûrement, hein, mais c'est une analyse marxiste, léniniste de l'actualité, de l'international, des luttes en France. Donc là dans ce numéro vous retrouvez des trucs sur l'écologie et l'agriculture en France, pour rester un petit peu dans le thème. Et puis forcément, comme c'est un peu le bordel avec Trump et tout, on en parle aussi pas mal dedans. Voilà. Donc c'est super intéressant, donc n'hésitez pas. Et notre format plus théorique, donc Étincelle. Étincelle qui est pas mensuel, qui paraît tous les 2-3 mois à peu près. Où dedans, donc on a des références à Marx, Engels. Donc on a le spécial écologie notamment qui est sorti, donc pour rester encore dans le thème. Donc il est super, notamment dedans on dit souvent que Marx et Engels étaient pas forcément écologistes et qu'il faut faire une interprétation marxiste maintenant de l'écologie. Alors que c'est pas vrai du tout, hein, dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre par exemple, Engels parle littéralement d'écologie. Donc voilà. Vous retrouverez ça dans ce numéro entre autres. Voilà, donc Guillaume Suin à ma droite, qui est donc agrégé de biologie, qui est militant marxiste, qui est syndicaliste CGT, et du coup qu'on connaît surtout dans le militantisme et qu'on aille avec nous aujourd'hui pour ses réflexions sur l'écosocialisme, donc sur une vision matérialiste dialectique donc de l'écologie et de l'environnement. Il a publié plusieurs bouquins aux éditions Delga. Notamment on a l'évolution, la preuve par Marx, donc pour dépasser la légende noire de Lysenko, et que je vous conseille fortement, c'est sur l'écologie réelle, donc une histoire soviétique et cubaine qui a été traduite en pas mal de langues, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui il va nous présenter son livre. Voilà, donc Fuir le progrès, va nous parler un petit peu des propos qu'il tient dans son livre, puisque notre période actuelle, elle fait face à du coup je veux pas empiéter sur ta présentation, ouais. Mais voilà, notre période actuelle, elle fait face à des problèmes, des défis qu'on n'avait pas avant, intelligence artificielle, le transhumanisme. L'environnement, même si ça commence à faire un petit peu longtemps qu'on parle d'environnement, et puis des choses plus sociales comme le genre par exemple. Et donc voilà, on a beaucoup d'intellectuels progressistes, un peu réactionnaires qu'on accueille sur les plateaux, et donc Guillaume Suin nous fera une analyse un peu plus marxiste de ces thèmes-là. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu, et puis je vous souhaite un bon café marxiste. Voilà, je passe la parole à Guillaume. Écoutez, merci pour l'invitation. Je félicite le café marxiste parce que honnêtement, je vois la progression, y compris moi, je suis accro, hein, je le dis, parce que j'étais en attente du dernier Antoine Vatan dont on parlait tout à l'heure, dernière vidéo sur le Capital. Donc c'est une chaîne qui fonctionne super bien, qui est très utile. Et moi, effectivement, je suis déjà venu pour un livre il y a quelques années. Mais comme souvent, quand on écrit des livres, le processus d'analyse des sujets qu'on soulève nous amène toujours plus loin. Et ça nous force presque à écrire de nouvelles choses. Et donc, du coup, effectivement, moi, à chaque fois, je crois que c'est terminé. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais allé tellement loin qu'il fallait que quelque chose sorte. Mais toujours dans le prolongement, à la fois de la question de l'écosocialisme, dont je vais vous dire quelques mots, parce que c'est un thème qui est assez peu connu finalement dans le mouvement marxiste, hors États-Unis, parce que c'est un truc qui vient des États-Unis, notamment dans sa critique, mais aussi peut-être dans les choses qu'on peut entendre ici par rapport notamment à la Chine, à Cuba, donc des sujets que j'ai déjà abordés un peu. Celui-ci s'appelle Fuir le progrès, qui est un titre qui est peut-être un petit peu opaque. Mais au fond, je voulais rendre hommage aux éditions Delga qui ont eu la gentillesse de publier ce livre, parce que il y a quelques années, en 2007, au passage du comment on appelle ça là, le village du livre à la fête de l'UMA, je suis tombé sur le stand des éditions Delga, dans lequel il y avait Domenico Losurdo qui dédicaçait son livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fuir l'histoire, avec un point d'interrogation aussi.
Et donc non seulement il m'avait dédicacé ce livre que voici, avec l'ancienne maquette des éditions Delga, mais ce livre m'avait tellement retourné que quelque part je suis un peu revenu sur ces analyses aujourd'hui, et puis les adaptant effectivement à des questions nouvelles que lui n'a pas traitées, mais qui traitent d'une subdivision qu'il a bien analysée sur le marxisme occidental et le marxisme, disons, non occidental ou oriental, on va dire. Lui faisait une opposition qui était une opposition dialectique, non pas pour dire qu'en Occident il n'y a pas de marxiste, mais pour dire que le marxisme en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, est marqué ou est un peu parasité par des formes philosophiques qui l'ont démarqué des endroits où le marxisme avait pu prendre le pouvoir sous la forme de partis communistes en Chine ou à Cuba ou ailleurs, ou en URSS évidemment avant, pour prendre une position qui était assez bizarre vis-à-vis des sciences. Sciences en général, moi je suis biologiste, donc j'ai tout de suite été intéressé par le rapport qu'ont les marxistes à la fois ici et en Union soviétique notamment, et puis aussi un peu à Cuba, vis-à-vis de la biologie, mais plus largement vis-à-vis des sciences. Voilà, donc l'eau sur dos, c'était pas vraiment son sujet, les sciences, mais comme cette dichotomie, il l'avait bien analysé, notamment le fait que le postmodernisme était passé par là en Occident et avait aussi un peu transformé le mouvement marxiste pour lui donner aujourd'hui une position un peu étrange, un peu de méfiance vis-à-vis de la science. Je trouvais que c'était intéressant de parler maintenant des questions qui peut-être gênent un peu le mouvement communiste, mais qui ne devraient pas le gêner si on regarde un peu l'histoire du mouvement. Voilà, donc fuir l'histoire, c'était un peu le point de départ. Fuir le progrès, lui rendant hommage, je pense que à travers les questions du sous-titre que je vous donne ici, il s'agissait de parler de climat et de biodiversité, des sujets qui sont très actuels, mais aussi du genre, de l'intelligence artificielle. C'est vrai que dans ces derniers temps, on parle beaucoup de ce sujet-là, donc on s'en met avec une méfiance effectivement qu'on peut facilement comprendre. Ce sont des questions qui, comment dire, qui sont souvent abordées ici de façon, comment dire, avec un background, si vous voulez, de méfiance en tant qu'appareil d'État. Vous savez, l'histoire du marxisme, c'est aussi le fait que l'État bourgeois, l'État capitaliste, utilise des appareils d'État, que sont l'école, que sont l'université, mais aussi la recherche scientifique, qui sont utilisés par la bourgeoisie d'une certaine façon. Et évidemment ici, dans les pays où le communisme n'a pas gagné, on n'a pas encore gagné, on approche, si vous voulez, les questions scientifiques de façon un peu, comment dire, on approche ces questions scientifiques comme si c'était l'ennemi en soi. Enfin, on fait une sorte de nouvelle dichotomie science bourgeoise, science prolétarienne, en disant mais de toute façon la science ne peut être que bourgeoise, et donc tout ce qui va être produit dans la recherche scientifique est forcément mauvaise, quoi, par nature. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, la première chose, alors je vais essayer d'être un peu, comment dire, je vais essayer d'être un peu didactique sur le fil du livre. Il y a plusieurs parties, elles ont l'air d'être un peu décousues, mais en réalité il y a deux grandes parties. Il y a une analyse sur les questions qui sont vraiment importantes à travailler du point de vue communiste, du point de vue marxiste aujourd'hui, celle de la biodiversité et celle du climat. Et puis il y a deux questions qui n'ont pas l'air d'être liées, mais qui en réalité traduisent cette méfiance dont je parlais, qui sont l'intelligence artificielle et la question, disons, alors du genre, mais aussi plus largement la question du féminisme, sous la forme sous laquelle on en parle en Occident en ce moment. Donc une partie sur les questions qu'il faut qu'on travaille, une partie sur comment dire des questions qui devraient être dépassées autrement que telles qu'elles sont traitées aujourd'hui en Occident. Aujourd'hui, la question de l'écosocialisme revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que finalement l'écosocialisme, c'est le fait, comme disait le camarade tout à l'heure, que l'écologie n'est pas anti-marxiste et que le marxisme n'est pas anti-écologique. C'est ça la position de base
dans l'histoire de l'écosocialisme. C'est l'histoire d'un courant de pensée qui est né aux États-Unis et qui visait d'abord au niveau des marxistes américains à dire, ben voilà, Marx a oublié quelque chose. Dans les années 70, c'était une crise pétrolière. Tout le monde a posé ces choses-là en disant, ben voilà, le marxisme n'a pas pensé à ça, n'a pas pensé à l'épuisabilité des ressources énergétiques, n'a pas pensé au réchauffement climatique, enfin voilà. Et donc du coup, il fallait repenser le lien entre l'écologie et le marxisme. Ensuite, il y a eu une deuxième époque dans le mouvement écosocialiste, toujours américain, un peu sous la férule de gens que vous connaissez peut-être, qui s'appelle John Bellamy Foster, qui s'est proposé de retrouver dans l'œuvre, dans les textes même de Marx et Engels, des termes, enfin des pensées qui sont réellement proprement écologiques. Et puis, au fond, ces deux époques du mouvement écosocialiste, d'abord la critique du marxisme et ensuite le retour à Marx, constituent un travail théorique qui n'est pas scientifique en tant que tel, mais puis qui est plutôt de l'exégèse des textes. La preuve, c'est que tous ceux qui travaillent là-dessus, et il y a beaucoup de monde aux États-Unis et puis plus largement, effectivement, en Europe, beaucoup de monde travaille sur ce lien entre écologie et marxisme. C'est toujours des philosophes, des sociologues, des économistes, mais il n'y a jamais de biologistes. Et ça, c'est assez symptomatique d'une position marxiste qui, en fait, ne s'intéresse pas au réel de ces questions et à l'expérience concrète qu'ont mené les pays dits socialistes ou en transition vers le socialisme vis-à-vis de la question de l'environnement. Alors qu'en tant que matérialiste, c'est peut-être la première question qu'on devrait se poser, de savoir comment Cuba a abordé les choses, comment l'Union soviétique a abordé les choses à un moment donné, dans une histoire assez complexe. Et puis d'autres pays, comme aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine. Et c'est un peu le troisième mouvement de cette histoire de l'écosocialisme, puisque sans devenir plus biologiste, les penseurs de l'écosocialisme commencent à s'intéresser à la Chine, par exemple. Ils s'y intéressent, même s'ils sont américains, de façon critique, bien sûr. On n'imagine pas les marxistes occidentaux ou américains dire du bien comme ça à sec de la politique, de la planification écologique chinoise, par exemple. Mais c'est peut-être plus facile pour Cuba, qui est peut-être mieux connu en termes d'agroécologie. Mais dans la politique, disons, écologique, ou de la politique énergétique au sens général de la Chine, Bellamy Foster et d'autres commencent à reconnaître aujourd'hui que des résultats probants commencent à exister. Et que le caractère écologique, entre guillemets, parce que ça ne se présente pas comme ça, mais en tout cas des vrais tournants en termes de politique énergétique et environnementale et de biodiversité sont faits en Chine avec derrière une planification consciente. Donc cette troisième époque devrait tous nous intéresser parce que si au début c'était vraiment quelque chose de très américain, aujourd'hui on a vraiment une ouverture vers, de façon générale, les Chinois et les Cubains. Les Chinois sont encore timides dans la publication de leurs résultats, mais concrètement, tout le monde peut les voir aujourd'hui. J'ai un graphique, je pourrais vous le montrer, ou bien je le donnerai à Quentin s'il veut le mettre sur la vidéo, mais où on voit, j'essaie de le trouver, tiens, un graphique où on voit l'évolution de la production du CO2 par tête dans plusieurs pays, et qui me semble assez évocatrice, ici, où j'ai mis, donc là j'ai mis 3 pays, j'ai mis les USA, en vert, en haut, j'ai mis l'Allemagne, et j'ai mis la Chine. Alors là, vous constatez tout de suite quelque chose qui est assez peu connu, c'est que le CO2 baisse de façon très sensible dans les pays occidentaux, n'est-ce pas? Bon, ça se voit de loin. Bon, et puis vous voyez qu'il y a un deuxième mouvement, c'est qu'il y a une augmentation assez sensible en Chine, et en 2012, il y a une
première stagnation, on va dire. Il y a une première inflexion dans la production de CO2 par la Chine. D'accord? Bon, alors il faut tout de suite analyser, parce que ça se comprend pas directement, mais il faut quand même savoir que comment dire, l'externalisation des capitaux, la désindustrialisation dans les pays occidentaux est telle que de toute façon, ce serait un miracle si on ne le voyait pas dans les courbes de production de CO2 par tête d'habitant, puisque toute l'industrie maintenant est délocalisée. On le sait tous, hein, en France, mais c'est pareil aux États-Unis. Il y a peut-être encore, vous voyez, même l'Allemagne, qui est l'un des pays, un pays européen qui a moins désindustrialisé que nous, lui-même a désindustrialisé au fond. Bon, c'est un pays impérialiste aussi, hein, concrètement. Alors que la Chine reste, et ça c'est déjà depuis plusieurs décennies, mais la Chine reste un pays extrêmement industrialisé. C'est même l'usine du monde, hein, si on écoute tout ce qu'on dit sur la Chine, c'est ça, hein, c'est l'usine du monde. Et pourtant, l'inflexion que vous avez vue depuis 2012 est une inflexion planifiée politiquement. Pas un truc passif comme les courbes des pays occidentaux qui sont en réalité des trucs qui n'ont rien à voir avec l'écologie, puisque ce qui n'est plus produit ici est produit en dehors. Donc la production de CO2 liée à l'impérialisme, c'est juste qu'elle est plus produite sur les territoires eux-mêmes des pays européens et américains. Donc en Chine, l'inflexion en soi, et même le début d'une baisse, est quelque chose de tellement prodigieux que les Américains, enfin les marxistes américains ou les progressistes américains commencent à l'observer et se demandent effectivement comment critiquer cet élément-là. Évidemment que la Chine ne propose pas de désindustrialisation. Ils sont en pleine croissance. Mais la croissance s'accompagne de faits que vous savez peut-être, hein, en termes énergétiques, la Chine est leader dans toutes les énergies renouvelables aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois qu'on doit dire du bien d'un pays parce qu'il a acheté beaucoup d'éoliennes ou des trucs comme ça, on dit qu'il a augmenté dans le palmarès hors Chine, parce qu'on sait que la Chine, elle est numéro 1 partout. Ça ne veut pas dire qu'elle produit plus de CO2. Il y a des réserves immenses de charbon en Chine, et ça reste la source d'énergie principale, évidemment. Mais à côté de ça, il y a vraiment une politique, comment dire, multidirectionnelle qui vise à réduire la production de CO2 dans un but qui est clairement écologique du point de vue chinois, du point de vue du Parti communiste chinois. En 2012, c'est le moment du congrès, du 18e congrès du Parti communiste chinois qui constitutionnalise ce qu'on appelle, enfin ce que eux appellent la civilisation écologique, qui est le terme qui va recouvrir toutes les mesures. Alors vous savez que les Chinois planifient sur 70 ans, donc ça n'a rien à voir avec ici. En tout cas, sur cette période, ils ont planifié tout. Ils ont une ligne rouge sur la production, comment dire, polluante, pour essayer d'empêcher que le secteur privé, qui est très gros là-bas, dépasse cette ligne rouge par une politique répressive. Mais il y a aussi des politiques extrêmement volontaristes de développement des énergies renouvelables, des innovations même énergétiques, je pense à la fusion nucléaire, mais même pas seulement, aux nouvelles formes de batteries qui se fondent aussi sur des principes d'énergie renouvelable ou non épuisable. Bon, tout ça concourt au fait que, pour la première fois, et contre ce qu'on fait ici, les COP, là, vous savez, les moments où on fait de la procrastination écologique en faisant des grands engagements sur l'honneur qui ne sont jamais suivis d'effet, où les gens pleurent pendant les COP parce qu'on sait très bien que de COP en COP, les Nations Unies savent très bien que de toute façon il n'y a rien qui se passe. Pour la première fois, on a une politique chinoise qui est clairement énoncée, et donc qui s'offre à la critique. C'est-à-dire que même si on veut critiquer cette politique, bah c'est déjà matérialiste. On critique quelque chose. Il y a peut-être des effets pervers, il y a des choses qui sont positives, mais au moins c'est quelque chose de tangible qui s'offre à la critique. Et de ce point de vue-là, si on est convaincu que le réchauffement climatique est un problème fondamental des décennies à venir, y compris social bien sûr, hein, et très matériel, surtout pour les pays du Sud, bah là au moins on a quelque chose qui se fait et qui est au moins une expérience sur laquelle
pourront progresser les politiques écologiques à venir. Voilà, donc d'où l'explication, si vous voulez, que si je reviens un peu sur ma question de marxisme occidental, des gens comme Bellamy Foster et d'autres reconnaissent, il y a un tournant presque pro-chinois chez les éco-socialistes américains, reconnaissent que là, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à analyser. Et nous, ça devrait aussi nous intéresser, nous communistes ici, ne serait-ce que pour résoudre certains problèmes qu'on a vis-à-vis de l'écologie en tant que telle. Voilà. Non pas pour dire qu'il faut être écologiste, mais pour dire que les questions que posent les écologistes sont en fait des questions que nous devrions nous poser sur le capitaliste. Et là, je ne vais pas rentrer dans des détails, parce que finalement, on va souvent, quand on parle d'écologie dans le mouvement communiste, ici et dans d'autres pays, on reste souvent sur l'identification du capitalisme comme le fauteur de tous ces problèmes. Et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, c'est fondamental. Bien sûr que tous les éco-socialistes, y compris américains, savent que le capitalisme est responsable de tous les problèmes de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique dans tous ses aspects, dans toutes ses conséquences. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on oublie toujours. Parce que je trouve ça assez facile à trouver comme info, de démontrer le lien qu'il y a entre les deux. Ça a été fait et refait, donc très bien. Moi, j'ai voulu rajouter à ça, dans le livre, une analyse sur les potentialités des pays en voie de socialisme, ou qui l'ont été, comme l'Union soviétique, mais aussi la Chine aujourd'hui, aussi Cuba, et aussi d'autres endroits, le Kerala, par exemple, indien, qui a un gouvernement à majorité communiste, se retrouvent à être, et c'est peu dit, des leaders dans beaucoup de sujets que posent les écologistes ici. Alors des leaders, ça veut dire l'agroécologie, ça veut dire la politique énergétique, ça veut dire plein de choses, mais à chaque fois on se rend compte de quelque chose d'intéressant de notre point de vue matérialiste, c'est qu'ils ne le font pas dans le but d'apparaître comme écologistes. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Vous voyez ? Par exemple, la Chine vit déjà des conséquences directes du réchauffement climatique. Sans entrer dans les détails, on sait très bien que l'Occident est la dernière partie du monde où on va ressentir des choses, du point de vue de ces bouleversements environnementaux. Ils sont déjà ressentis dans beaucoup de coins du monde et nous imposent des solutions politiques, donc forcément. Mais l'effondrement de la biodiversité est un problème qu'on a du mal à comprendre ici, mais qui est très bien compris par les pays du Sud, pour des raisons multiples, sanitaires, médicales, et puis même liées de toute façon au réchauffement climatique. Dans toutes ces dimensions, et c'est ce que j'ai observé à chaque fois, c'est ce que j'essaye de démontrer, ça n'est pas des engagements moraux qui amène ces pays à avoir une expérience dite écologique, puisqu'on va l'appeler comme ça maintenant. À Cuba, on ne dit pas ça, par exemple. Mais on fait du bio dans tout le pays. On a restreint l'utilisation des pesticides sur tout le territoire par la loi. Pourquoi ? C'est pas parce que franchement, c'est coûteux, concrètement. Mais un pays qui est dans une logique de souveraineté nationale contre l'impérialisme est obligé de considérer son sol et ses richesses naturelles, on va dire, son territoire, comme une richesse à protéger. Et l'agrobusiness, ou les politiques énergétiques, ou l'impérialisme à l'extérieur, comme un prédateur qui va détruire ce patrimoine écologique, ou ce patrimoine environnemental. À chaque fois, donc, chaque pays qui s'est retrouvé confronté à l'impérialisme est obligé de protéger ses ressources, à la fois énergétiques et agricoles, de l'extérieur, a été forcé d'une certaine façon d'avoir des réflexes qu'on appellerait aujourd'hui écologiques. Franchement, en tant que matérialiste, je trouve ça beaucoup plus rassurant de faire confiance à des pays, des partis ou des groupes humains qui font de l'écologie sans le savoir, ou sans le vouloir, ou sans l'annoncer, ou sans en faire la publicité, qu'à des gens qui ne font que parler d'écologie sans qu'il n'y ait jamais de résultat après. Vous voyez un peu l'idée, quoi. On est dans une opposition entre le matérialisme et l'idéalisme. Bon, l'idéalisme ici visant à faire croire que le capitalisme pourrait faire quelque chose pour solutionner les problèmes qu'il a lui-même provoqués.
Juste un exemple, hein, puisque je montre des graphiques, mais celui-ci, par exemple, vous le connaissez peut-être. C'est un graphique, c'est un nuage de points qui nous montre, parce que je ne vais pas parler que de la Chine, que dans ce nuage de points qui a été produit par une organisation qui est la WWF, donc pas spécialement socialiste, hein, ni pro-chinoise, ni rien, ni pro-cubaine, disant que le Cuba est le seul pays, c'est le seul point dans le carré vert que vous voyez ici, qui correspond à ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est le fait de compiler à la fois un indice de développement humain élevé, comme ici, en fait, hein, vous voyez la mortalité infantile, des choses comme ça, et l'empreinte écologique faible. D'accord? Donc, faire les deux, ça a l'air d'être une impasse, parce que dans les pays dominés par l'impérialisme et qui sont pauvres, bah, ils ont une très ils ont une très faible empreinte écologique, parce qu'ils sont très peu industrialisés. Mais par contre, l'indice de développement humain est très bas aussi, évidemment. Dans les pays occidentaux, bah, il y a comment dire, un indice de développement humain important, parce que tout ça s'est fait sur une logique de prédation coloniale et impérialiste. Et donc, effectivement, on a les moyens ici, en tout cas, puis il y a des conquêtes sociales qui l'expliquent, mais concrètement, la mortalité infantile basse, enfin, toutes les données de la démographie expliquent qu'on a un indice de développement élevé, mais une empreinte écologique, évidemment, qu'on connaît, hein, qui est très très lourde. Voilà. Pour vous dire, concrètement, ici, vous avez, ici, là, tous les points, où vous avez les États-Unis et la France qui sont par là, quoi, hein, concrètement. La Chine n'est pas loin, elle est là. Elle n'est pas dans le développement durable, ce qui serait un miracle aussi, hein, parce que c'est un pays tellement industrialisé, on aurait du mal, mais par tête d'habitants. Vous savez, quand moi je suis prof de SVT à mes heures, on manipule aussi beaucoup de graphiques, de chiffres par rapport au réchauffement climatique, dans un but d'éducation, hein, mais on donne toujours les valeurs de production de CO2 de la Chine par pays. Pas par habitant, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Évidemment que c'est par habitant qu'il faut compter. La surface est importante, le nombre d'habitants est important. Bah, ramener à ça, évidemment, le seul chiffre honnête, ce serait celui-là en termes de production. Il est important, mais il est quand même bien en dessous de ce que font les Américains ou aujourd'hui. Même si c'est, comme je disais, un petit peu en baisse. Voilà. Donc, tout ça pour dire que dans les questions, je dirais, de l'écosocialisme tel qu'on pourrait les penser aujourd'hui, moi ça m'intéresse de plus en plus. Au début, la question de l'écosocialisme m'intéressait peu, parce que je voyais dans ce mouvement juste une exégèse des textes de Marx. Et pour vous dire la vérité, qu'on trouve... C'est vrai, hein, évidemment, que Marx et Engels ont annoncé beaucoup de choses sur les questions d'épuisabilité des ressources aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils s'appuyaient, eux, sur la science. Ils s'appuyaient sur des agronomes et des chimistes comme Liebig pour découvrir qu'effectivement, l'agriculture intensive va dans le mur parce que les ressources sont épuisables. Donc, Marx l'avait déjà vu. Mais, au fond, c'est pas tellement ce qui va régler nos problèmes aujourd'hui. Hein, c'est pour se rassurer, pour dire que Marx avait raison. Moi, je suis d'accord qu'il avait raison, évidemment. Engels aussi. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît plus important que cela, n'est pas de sauver Marx, parce que bon, je pense que dans l'état de crise actuel du capitalisme, il se sauve tout seul. Hein. On voit bien le regain d'intérêt qu'on a pour le marxisme aujourd'hui, pour la critique du capitalisme, qui reste ô combien valide. Hein. Mais l'expérience des pays socialistes concernant les questions qu'on se pose aujourd'hui, y compris dans le mouvement écologiste, mouvement écologique, sont, à mon avis, cruciales. Je le dis par parenthèse parce que j'en ai parlé beaucoup dans un autre livre, mais en Union soviétique, ça peut vous paraître bizarre que, comment dire, on parle d'une URSS écologique, mais mes recherches m'ont conduit à considérer qu'il y avait deux périodes en Union soviétique, historiquement, qui l'une se terminant, enfin commençant en 21 plus ou moins, avec les premiers décrets sur les protections de la nature et la création de ce qu'on appelle les apovetniks, qui sont des réserves naturelles de plus haut niveau, qui ont été créées à ce moment-là en URSS. Enfin, l'Union soviétique est un territoire immense,
avec une diversité extrême de paysages, d'écosystèmes, etc., qui était bien évidemment une richesse à préserver, depuis même avant les soviétiques en réalité. Et puis, donc cette période s'achève en 52, pour donner une date. Voilà. C'est toujours difficile de trouver une date, mais en 52, moment d'abandon de ce qu'on a appelé, de 48 à 52, le grand plan de transformation de la nature, qui est un plan agricole d'après-guerre, entièrement agroécologique, fait sur... C'est l'agriculture extensive. Donc si on étudie un peu la question, l'agriculture extensive, c'est la question de fertiliser le plus de surface possible de sol. Ça n'est pas de doper à mort une surface fixe de sol pour produire autant. Donc l'agriculture extensive, dans un grand pays, se comprend très bien, mais a amené les scientifiques soviétiques, les agronomes en particulier, à se poser des vraies questions scientifiques sur la fertilisation des sols. Et donc sur le caractère délétère, évidemment, des pesticides, des engrais chimiques, etc. Non pas qu'il ne l'ait jamais utilisé, mais il y avait une prudence vis-à-vis de la chimie qui mettait à l'honneur ce qu'on n'appelle plus vraiment maintenant comme ça, mais l'agrobiologie, et non plus l'agrochimie. Ça, c'était l'objectif du grand plan de transformation de la nature en Union soviétique après-guerre, avec des immenses bandes forestières. C'est de l'agroforesterie, hein, pour ceux qui connaissent un peu, qui considèrent que l'arbre est le catalyseur d'une agriculture saine et durable. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, c'est vraiment des principes de la permaculture, mais en grand. Voilà. Et ces éléments-là sont encore défendus par les écologistes russes aujourd'hui, dans les vestiges qui existent encore dans le sud de Moscou, vers la mer Noire, où on a encore des subsistances de grandes bandes forestières qui servaient à protéger les champs de polyculture de l'époque. Et puis on est passé après, avec Khrouchtchev, à une deuxième période, qui est celle que tout le monde connaît, et qui est la période de pollution, d'agriculture intensive, d'utilisation massive de chimie dans l'agriculture, sous un modèle qui a été théorisé par Khrouchtchev, qu'on appelait Monsieur Maïs, et dont le principal objectif était de faire pousser du maïs sur tous les endroits possibles et imaginables en Union soviétique, quelles que soient les différences, la diversité des types de sols de ce pays. Et qui n'en est jamais vraiment complètement sorti, quoique, en étudiant un peu la question, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de bio en Russie, et que ces acquis-là viennent effectivement d'une histoire plus longue, quelquefois oubliée. Donc, j'essaye de remettre à l'honneur cette première partie de l'histoire soviétique, qui contredit beaucoup de clichés qu'on a sur l'Union soviétique, mais qui montre que, à une époque, et franchement 48-52, c'est pas la période la plus faste, hein, la période de reconstruction après la guerre. Normalement, c'est la période où toute l'Europe s'est soumise au démembrement et à l'agriculture intensive fulgurante, hein, les années 40-50. Donc là, on était dans un contre-modèle où, si vous allez chercher dans la littérature scientifique ou politico-scientifique de ces années-là en Occident, on avait plein d'agronomes et de biologistes qui se moquaient des soviétiques parce qu'ils n'utilisaient pas de pesticides et pas d'engrais chimiques, et qui prétendaient, donc voilà, c'était tous les clichés anticommunistes avaient cette forme-là dans les années 40-50, et donc ils étaient à contre-courant complètement. Alors si on relit ça maintenant, évidemment les mêmes vont être mal à l'aise, quoi, hein, puisque ceux dont ils se moquaient à l'époque est clairement ce vers quoi ils tendent aujourd'hui, hein, concrètement. Voilà, donc je regarde un peu mes notes. Oui, voilà, je voulais conclure sur un truc par rapport à ça, et puis deux choses. Je sais pas, après, Quentin il m'a pas dit combien de temps j'avais. J'y vais. Ouais. Si vous êtes encore en forme, je continue. Moi, je dirais pas de problème, ça va aller. Je voulais vous montrer un petit schéma qui me paraissait bien, mais je vais quand même le commenter avant. Un petit schéma qui explique justement cette convergence d'intérêts qui fait que l'écologie n'est possible que sous socialisme, mais est quand même déjà possible avant le socialisme sous certaines conditions. Il y a des expériences écologiques ici. Il y a des expériences, il y a des fermes bio, il y a ça n'est pas entièrement impossible sous le capitalisme de faire de l'agriculture bio ou de développer des énergies renouvelables. On en voit partout, on voit des éoliennes partout. Donc c'est pas tellement
l'objet de ma recherche serait plutôt d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, parce qu'il faut plusieurs facteurs. Il faut plusieurs facteurs que les écologistes occidentaux souvent méconnaissent eux-mêmes. Les écologistes occidentaux fonctionnent sur l'idée qu'il faudrait revenir en arrière et s'opposent aux marxistes parce que les marxistes, depuis Marx et Engels, disent qu'il faut développer les forces productives, n'est-ce pas? Et donc le productivisme, puisque c'est ça qui est accusé dans le marxisme et puis dans les expériences socialistes qui ont suivi. Développer les forces productives, c'est pas forcément produire énormément d'énergie. Les forces productives, c'est pas la production énergétique. Les forces productives, moi je le comprends en tant que biologiste, et c'est mon angle d'attaque, comme le fait de passer de l'agriculture intensive à la permaculture ou l'agriculture extensive respectant les sols, c'est un développement des forces productives. Parce que ça implique un savoir scientifique décuplé. Faire de l'agriculture intensive, c'est pas très compliqué pour les cultivateurs. C'est ramener des sacs d'engrais, c'est labourer d'une certaine façon, c'est nier les particularités des types de sols ici ou là, et faire la même chose partout et planter, je sais pas, des fraises partout, quel que soit le climat, etc. C'est ça l'agriculture intensive. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de science finalement, ça nécessite beaucoup de chimie, ce qui n'est pas la même chose. Faire de la permaculture extensive, ça nécessite de la recherche en biologie. Je dis ça parce que la biologie est souvent l'enfant pauvre des sciences naturelles. Hein, on met toujours au-dessus, on pense directement à la physique et à la chimie, et la biologie est toujours un peu mise à l'écart. Mais la biologie utilise la physique et utilise la chimie, mais d'une certaine façon, une façon beaucoup plus généraliste, je dirais, beaucoup plus large. Et c'est grâce aux connaissances en biologie qu'on arrive à fonder des théories sur l'agroécologie, concrètement. Ça demande du savoir universitaire, ça demande de transférer ce savoir aux cultivateurs, ça demande en somme à ce que les cultivateurs eux-mêmes, ceux qui vont produire bio, pour aller vite, soient eux-mêmes des ingénieurs de leur sol. Et ça, c'est un développement des forces productives. C'est redevenir actif par rapport à sa culture. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'on ne peut pas parler de productivisme quand on parle de ce type de développement des forces productives. Un autre exemple, c'est par exemple, sans parler trop d'intelligence artificielle, mais vous voyez, l'intelligence artificielle peut faire des choses horribles, nier l'humain ou l'intelligence humaine, mais l'intelligence artificielle permet aussi, par exemple, de fabriquer des herses, des herceuses, vous savez, ce qu'on met devant les tracteurs pour faucher dans les champs, avec des ciseaux, et des caméras qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle pour distinguer les mauvaises herbes des plantes cultivées. Vous voyez, à très grande vitesse. Ben ça, c'est pas du technosolutionnisme. Bien sûr, c'est à l'étude. Et je dirais même que c'est un bon exemple de développement des forces productives parce que ça ne marche pas quels que soient les types de sols. Ça marche. Il faut faire une herseuse pour telle culture et tel sol, une autre machine pour telle autre culture et tel sol. Donc cette diversité technique, c'est un développement des forces productives. C'est pas le même tracteur pour tout le pays, c'est pas la même herseuse pour tout le pays. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, développer la science et la technique, c'est aussi ça. Et ça n'est pas du technosolutionnisme. Vous savez, le technosolutionnisme, c'est la critique que je trouve légitime, disant le capitalisme va continuer à polluer, mais trouvera en même temps les solutions qui lui permettront de continuer, parce qu'elle va corriger, absorber le CO2 en trop dans l'atmosphère, des trucs comme ça. Donc ça c'est effectivement une impasse, et c'est vraiment un rêve qui sera jamais atteignable. Par contre, une telle herseuse est une solution technique, est une solution de la recherche, mais c'est une solution qui permet d'empêcher l'utilisation des herbicides. Donc on n'utilise plus la chimie grâce à ça. On ne pollue plus les sols. Donc on respecte leur fertilité et on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle une agroécologie. Je ne sais pas si ce serait défendu en tant que tel par les écologistes, qui sont pour un retour, je dirais, un point de vue aussi très occidental, parce que finalement dans le mouvement progressiste, très anti-science, quoi, très, je dirais, réactionnaire, pour dire les choses. Revenir au Moyen-Âge, parce qu'à l'époque on ne polluait pas. Là, on est dans le passage à autre chose qui est plus compliqué, qui nécessite beaucoup plus de science. Vous savez que la science coûte cher, la recherche scientifique est coûteuse, puisqu'elle ne produit pas de plus-value immédiate. C'est de l'investissement sur le long terme. C'est très coûteux, et c'est pas sans raison
que les pays socialistes sont souvent leaders dans des... c'est les premiers à avoir envoyé quelqu'un dans l'espace, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est pas juste pour faire semblant par rapport aux Américains. Il y avait quelque chose derrière qui était de l'ordre de la capacité à investir massivement dans des trucs qui sont pas directement rémunérés le lendemain. De même que les barrages hydroélectriques ou des infrastructures comme ça qui sont extrêmement coûteuses et aucun patron ne dépensera de l'argent. Ils rachèteront derrière, mais c'est toujours les États, même capitalistes, qui vont financer ce genre d'infrastructures. Donc, pour avoir de l'écologie réelle, puisque c'est un peu mon concept, l'écologie réelle, un peu comme le socialisme réel, vous voyez, c'est-à-dire réellement appliquée, soumise à la critique, mais avec des résultats tangibles qu'on peut regarder. L'écologie réelle, ça demande trois conditions qui peuvent s'exclure les unes les autres. Il y a une condition qui serait donc la capacité à investir massivement pour la recherche scientifique et la technique, donc le développement de ces forces productives-là. Il y a la possibilité légale de faire ce qu'on veut dans notre pays. Ça, c'est l'exemple de Cuba qui fait une loi pour interdire les pesticides partout, ou qui décide de remembrer son agriculture qui était intensive du temps de son partenariat avec l'Union soviétique post-khrouchtchevienne, et qui, à un moment donné, après la période spéciale, décide de remembrer et de donner à des collectifs de travail des parcelles plus petites où on peut faire de la polyculture, en faisant des restrictions drastiques sur l'utilisation des pesticides et de la chimie. C'est une possibilité qui n'existe que dans les pays socialistes. Il n'y a aucun autre endroit où il n'y a pas de grands propriétaires terriens, si vous voulez, à qui il faut demander à Cuba, les collectifs de cultivateurs, ce que j'appellerais des kolkhozes, bio, des kolkhozes bio, ne payent pas de loyer. Hein. Ils ne sont pas propriétaires de la terre, qui reste à l'État, mais qui leur donne en usufruit gratuit. Ils ne payent pas de loyer. Je pense qu'il y a beaucoup de cultivateurs bio ici qui rêveraient d'avoir ça, hein, et dont le principal problème, c'est effectivement la rente, quoi. Donc cette possibilité légale. Et troisième chose, mais qui me paraît encore plus importante que les deux autres, c'est la nécessité d'indépendance nationale et d'autosuffisance alimentaire et énergétique. On peut voir par exemple à Cuba que c'est peut-être le premier catalyseur d'une politique qui a été agroécologique et diversificatrice en termes de sources d'énergie. Parce qu'ils se disent, mais si on a une centrale, je suis pas anti-nucléaire, mais si on a une centrale ou une centrale électrique, allez, disons, pour tout le pays, on va nous bombarder, on n'aura plus rien. Donc il faut diversifier et adapter à tous les endroits des sources d'énergie pertinentes, parce que c'est une façon de nous protéger contre l'impérialisme américain. Et pareil, l'autosuffisance alimentaire nécessite de diversifier. Vous connaissez un peu les colonies ou les néocolonies qui sont maintenant devenues des pays producteurs d'un seul truc. Hein, je veux dire, comme Cuba était productrice de canne à sucre à une époque, ou de blé, ou de céréales à une autre époque. Diversifier sa production, faire de la polyculture, c'est à la fois quelque chose qui va, retentir dans l'esprit des permaculteurs actuels, mais c'est aussi une nécessité non écologique du point de vue des pays qui subissent, et qui ne sont pas forcément socialistes, mais qui subissent l'oppression impérialiste, ou l'agro-business, les contraintes du marché, etc. Donc, là-dedans, moi j'avais fait un truc comme ça, vous voyez, où il y a trois ronds avec l'écologie réelle au milieu, si vous voulez, qui serait la convergence de ces trois conditions. On a le savoir, hein, donc la science, on a la possibilité, je dirais, légale et politique de le faire, donc dans un pays à cadre, à juridiction socialiste, et puis we want, ça veut dire c'est la volonté, quoi, finalement. On peut très bien avoir les deux et ne pas avoir le moteur politique pour le faire, puisque, je le dis parce que la période post-khrouchtchevienne en Union soviétique n'a pas remis en cause les fondements légaux du socialisme à l'époque. Je ne veux pas dire qu'à partir de 52 ou 53, l'URSS n'était plus socialiste, c'est pas vrai. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'avoir une analyse sur un pays aussi compliqué que l'Union soviétique. Mais dans cette deuxième période, on ne faisait plus cette écologie qu'on avait tentée, en tout cas dans la première période. Donc être socialiste n'est pas une condition nécessaire et suffisante. D'accord ? Mais une fois qu'on a dit ça, on reste matérialiste. Finalement, on est presque en train de construire une théorie de l'écologie dans un seul pays, comme à une époque
On parlait de socialisme dans un seul pays, hein, c'était à longtemps qu'on disait ça, mais cette théorie du socialisme dans un seul pays contre la théorie trotskiste de la révolution permanente, où on ne peut faire la révolution que d'une seule fois, dans tous les pays à la fois. C'était ça, hein, l'idée, en gros, après avec des nuances, mais du trotskisme dans les années 30, qui était confronté à la théorie léniniste du socialisme dans un seul pays, qui n'était pas une théorie disant il y aura le socialisme que en URSS et jamais ailleurs, mais c'était juste l'expression d'une possibilité de construire le socialisme quelque part, même s'il y a un encerclement capitaliste. Toute l'histoire des mouvements de construction du socialisme au XXe siècle montre que jusqu'à un certain point, on n'arrête pas l'encerclement capitaliste, mais jusqu'à un certain point, c'est possible, et y compris du point de vue de l'écologie. Y compris du point de vue des avancées écologiques, même si elles ne se disent pas comme telles, puisqu'à Cuba, on dit bio, on dit ces choses-là, mais on fait pas la pub, on devrait faire la pub de ces acquis, parce que les écologistes ici sont encore sourds à ces expériences, peut-être plus en France qu'aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure, et en Chine, c'est pareil, quoi. Hein. L'attention qu'on devrait avoir sur les acquis dans ces endroits-là gêne à la fois, je dirais, dans le mouvement progressiste occidental, disons les tendances trotskistes qui en général aiment bien l'écosocialisme. Je ne l'ai pas dit, mais parce que quelque part, parler de réchauffement climatique, c'est dire il n'y a pas de réponse locale. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est pas un pays qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est toute la planète, sinon ce ne sera pas possible. Mais l'exemplarité d'une avancée réelle sur ce domaine de la part de la Chine, par exemple, ressemble beaucoup à l'exemplarité de la construction du socialisme à une certaine époque, face à la crise de 29, dans une autre époque, au siècle dernier. Donc les écosocialistes ici ont souvent une origine un peu trotskiste, parce qu'ils aiment bien cette idée que de toute façon on ne pourra changer, on ne pourra revenir en arrière en termes de réchauffement climatique que d'une seule fois, quoi. Il n'y aura jamais de réponse locale à ce problème global. Et ça, c'est un peu une forme de pensée chez les trotskistes, sans vouloir polémiquer là-dessus, hein, mais c'est mon point de vue, voilà, c'est mon point de vue, je l'ai appris comme tel. Et puis, il y a aussi le fait que les écologistes ici, très puissants finalement, les mouvements écologistes sont rarement plus connus ailleurs qu'en Occident, enfin en Europe et aux États-Unis. Les écologistes sont très, soit anticommunistes, soit, antinationaliste d'une certaine façon, entre guillemets. Pas pour dire le nationalisme c'est pas bien de façon absolue, mais on sait bien que la libération nationale face à l'impérialisme implique cette notion de souveraineté dont le mouvement écologiste occidental est complètement hermétique, est complètement allergique. C'est pas bien de dire souveraineté nationale. Parce qu'on pense à la nôtre ici en France. On pense que les souverainistes ici sont effectivement des gens de droite. Parce que c'est un pays impérialiste. Mais dans les pays qui sont opprimés par l'impérialisme, la souveraineté est une dimension historique de la lutte révolutionnaire, concrètement. Voilà, avec tous les exemples que vous pouvez imaginer. Et bien, sur la question écologique, c'est la dernière chose que je voulais dire. Après, si vous voulez, je vous parlerai des autres trucs, parce que j'en ai pas du tout parlé, le genre et tout ça, mais... voilà, mais quelque chose qui me paraissait important, ça va, mon truc n'est pas tombé. Un truc qui me paraissait important justement du point de vue marxiste, c'est une notion qui vient de ma culture biologique. Je m'explique. Au fond, pourquoi les États socialistes ou pourquoi les peuples en lutte contre l'impérialisme deviendraient écologiques ou c'est par eux que passerait la solution des problèmes actuels liés à l'environnement et au climat. Est-ce que c'est par un positionnement moral ou est-ce que c'est par la nécessité? Je vous ai dit que c'était par la nécessité. Tous les écosocialistes en Europe et aux États-Unis ont un point de vue moral. C'est Michael Levy et d'autres qui disent finalement le capitalisme se caractérise par une amoralité, ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais donc l'écosocialisme devrait être moral du coup par opposition.
Mais ça, c'est un point de vue qui me paraît très idéaliste, au fond. Je préfère le point de vue disant, et là je reprends Marx lui-même, disons, hein, la révolution libère l'ensemble du peuple, c'est-à-dire toutes les classes à part la bourgeoisie. Et pourtant, c'est la classe ouvrière qui dirige un mouvement révolutionnaire tel qu'on les a connus au XXe siècle. Est-ce que les ouvriers ont conscience de libérer l'ensemble du peuple quand ils prennent le pouvoir? Je schématise et je vais vite exprès, mais quand ils prennent le pouvoir dans le schéma classique d'une prise de pouvoir socialiste communiste. Non, bien sûr que non. Même dans n'importe quelle lutte dans une boîte, l'ambition révolutionnaire n'est pas forcément là. Les gens font des choses sans forcément le savoir d'ailleurs. C'est ça une position matérialiste. Mais par extension, je trouve que c'est un peu le même raisonnement avec l'écologie. Quelque part, des pays socialistes qui n'ont pas pour ambition de développer une politique écologique finissent par le faire, et donc par résoudre des problèmes qui se posent à tous les pays, y compris ceux qui ne le sont pas, par la même transposition de leur vocation initiale. Sans vouloir compliquer les choses, les biologistes parlent d'exaptation. Et l'exaptation, ça vient du mot adaptation, hein, chez les évolutionnistes. L'exaptation, c'est un terme qui a été popularisé par un évolutionniste américain qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui était par ailleurs marxiste d'ailleurs, et qui disait, en fait, vous avez peut-être déjà entendu la phrase « la fonction crée l'organe », qui est un truc très français et très lamarckien. Lui, Gould, avait une position très matérialiste, puisque lui disait que la fonction évoluait avec l'organe. D'accord ? Donc ça, c'est un truc bien connu des évolutionnistes aujourd'hui, disant, tiens, finalement, l'ambition, et là je l'adapterai à la politique, mais c'est peut-être, je vais peut-être, dépasser mes positions, en tant que biologiste, c'est peut-être pas mon rôle, mais moi ça résonne ce truc-là. Je me dis, mais finalement, la transposition d'un objectif révolutionnaire pour dépasser et résoudre des questions qui ne s'étaient peut-être pas posées au début, je vois aussi les questions de l'écosocialisme de ce point de vue-là. Vous voyez, et du coup, lui, Gould, il parlait de l'exaptation en évolution. C'est des exemples très simples. Vous savez, par exemple, les plumes sont apparues chez les reptiles pour des raisons de thermorégulation et non pas pour le vol. C'est devenu des éléments permettant le vol qu'après. Mais la plume existait avant le vol. Ou bien les os, l'endosquelette était une façon de stocker le calcium avant d'être un élément qui permettait la locomotion. Donc vous voyez tous ces exemples, et il y en a énormément en évolutionnisme, permet de comprendre. Puis lui donner un exemple aussi qu'il avait vu un jour dans un voyage, dans un de ses bouquins, disant que par exemple les pneus de voiture peuvent être recyclés en sandales, vous voyez. Donc cette transformation de la fonction avec l'organe me paraît à la fois très matérialiste et très anti-théologique. Téléologique, pas théologique, pardon. Téléologique, c'est-à-dire anti-mécaniciste, anti-positiviste. Le travers des premiers marxistes disant qu'il y avait des stades bien définis qui se terminaient sous le communisme et qui avaient une description du matérialisme historique très catégorisée et très mécanique, se sont confrontés à une histoire qui était tout autre finalement dans la construction du socialisme, là où elle s'est faite, ne s'est jamais faite de façon mécanique, quoi. Je veux dire, en Chine, on peut pas dire... Après, il y a une discussion dans laquelle je vais pas rentrer pour savoir si c'est un pays socialiste ou pas, mais il y a plein de morceaux de tout ce que vous voulez en Chine. En France même, la Sécu pourrait être, pour certains, considérée comme un petit élément de communisme, mais qui remet pas en question le fait qu'on soit sous le capitalisme. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc, l'aspect non téléologique me paraît important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la finalité dans le début d'un mouvement matériel. C'est pas déjà écrit. Ça, c'est quand même un élément idéaliste de croire que les choses ont une fin déjà écrite à l'avance. Donc un mouvement révolutionnaire n'accomplit pas forcément à la fin ou ne résout pas forcément à la fin des questions qu'elle s'était posées au tout début.
Juste un exemple qui me vient juste maintenant en tête, c'est qu'en étudiant un peu les collectifs de travail à Cuba, les petites unités, les petits kolkhozes biologiques là, on se rend compte que la permaculture est de moins en moins physique en termes de travail de la terre. C'est de plus en plus intellectuel en fait, de savoir qu'est-ce qu'on va planter là, on va devoir cultiver des vers de terre à un endroit pour les remettre après. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont moins physiques et plus intellectuels. Et du coup, les Cubains se sont rendus compte que dans les collectifs de travail, il y avait de plus en plus de femmes, jusqu'à ce que les statistiques nous montrent qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans ces collectifs. Alors, peut-être, là, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est peut-être voué à une évolution particulière, mais vous voyez, il n'y a pas eu d'ambition féministe derrière ça. Et pourtant, la finalité, c'est la résolution de quelque chose qui n'a pas été prévu au début. Le féminisme, c'est quoi? C'est l'égalité homme-femme. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que le mouvement marxiste l'a toujours posé. Et donc, dans ce cas de figure, un changement en termes d'agriculture résout à la fois des problèmes environnementaux, mais résout aussi, de façon collatérale, des problèmes qui n'étaient pas forcément encore résolus à Cuba, parce que tout est toujours en transformation, et Cuba a aussi des difficultés, bien sûr, liées au blocus, en particulier, bien sûr. Donc, tout se corrige progressivement, et cette question-là est traitée sans avoir été prévue au début. Donc, dans mon petit schéma, vous voyez, j'ai mis des trucs en rouge, j'ai mis... Alors ça aussi, c'est après ta discussion, hein, moi j'ai fait ça comme ça. Mais, vous voyez, j'ai mis Cuba en bas, à l'intersection entre la nécessité d'une indépendance nationale et la possibilité légale d'un pays socialiste qui a pris possession de sa terre, mais qui n'a pas le fric, pour dire les choses, hein, ou la science, en tout cas l'investissement scientifique. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Tous ceux qui connaissent un peu Cuba savent qu'ils ont des technologies de pointe, hein, concrètement. Mais peut-être, mais pas autant de la Chine, par exemple. Hein. On a bien conscience de la différence d'échelle entre les deux pays. J'ai mis la Chine ici parce que la Chine, c'est-à-dire à l'intersection entre la richesse permettant l'investissement scientifique et technique et la possibilité légale de disposer de son sol et de ses ressources, mais qui est à un stade, disons, où on est plus face à un pays contre-hégémonique qu'un pays directement impliqué dans le front anti-impérialiste. La Chine est souvent le front arrière des luttes anti-impérialistes aujourd'hui. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, hein, on verra ce qui va se passer, les choses bougent très vite aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'état actuel, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir les choses. Il y a des critiques à faire sur la Chine, y compris du point de vue écologique. On peut l'interpréter de cette façon aussi. Et puis j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis encore? Bah tiens, dans les BRICS hors Chine, d'accord, dans les pays des BRICS, mais sans la Chine, il y a aussi des tentations de politique environnementale visant à se départir de l'agro-business, etc. Et donc, cette nécessité de souveraineté nationale et puis cette relative richesse, finalement, des grands pays qui constituent les BRICS, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité légale du socialisme de disposer des terres et des ressources, comme le font Cuba et la Chine, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai mis volontairement rien au milieu, alors qu'en réalité, l'objectif, bien sûr, c'est d'être au milieu, mais dans l'état actuel, tout est en lutte. J'aurais peut-être dû mettre Cuba et la Chine au milieu, ou enfin, voilà. Mais tout ça est discutable. Mais finalement, c'était un peu une façon de planter les différentes contraintes, vous voyez, qui font qu'aujourd'hui, bah oui, il peut y avoir des réussites dans des expériences en Allemagne sur le solaire. Oui, il y a aussi des réussites, mais c'est lié au fait que là, ils sont à une certaine position là-dessus, mais qui pourront jamais aller plus loin. Que Cuba a encore des difficultés qui, j'en suis sûr, arriveraient, parce qu'ils ont été obligés aussi, quelque part, c'est un peu ça l'exaptation, c'est que la période spéciale qui les a fait sortir de force du modèle de l'agro-business, enfin de l'agriculture intensive dans les années 90, ils ont été sortis de force parce que leur partenaire, qui était l'Union soviétique, n'existait plus. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sous blocus, ils n'ont plus le partenaire qui les aidait, ils sont obligés de repenser tout ce qui faisait
leur indépendance nationale, en réalité. Et donc, ils passent de force c'est ce qu'on me dit souvent, hein, ouais, mais ils étaient obligés. Bah oui, ils étaient obligés. Et puis après, ils ont pu redévelopper, dans le cadre de l'ALBA, ils auraient pu redévelopper une agriculture intensive comme au début. Ils l'ont pas fait. En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Ils se sont rendus compte que cette période forcée les avait amenés à un point d'équilibre où ils n'ont pas envie de revenir maintenant à une dépendance sur plusieurs produits de l'agriculture. Donc, c'est un acquis. Du coup, c'est un acquis. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas revenir dessus. Je ne dis pas que Cuba ne peut pas reculer, hein, des avancées et des reculs. Mais cette marche-là me paraît beaucoup plus intéressante du point de vue matérialiste que de dire dogmatiquement le marxisme conduit à l'écologie, etc. C'est pas suffisant. Il y a des pays qui ne sont pas socialistes et qui voudraient. Moi, je connais bien la Tunisie, où on pose beaucoup là-bas, qui est un pays semi-colonisé, hein, en particulier par la France, et dans lequel l'agriculture est confrontée à des énormes problèmes de prédation de l'agro-business et de prédation de l'impérialisme français, mais pas seulement, et qui contraint tous les paysans qui voudraient passer à autre chose à rester dans un cadre qui est complètement hallucinant. Alors que c'est un pays qui pourrait tout à fait être autonome, à la fois énergétiquement et d'ailleurs, les syndicalistes tunisiens font des voyages à Cuba, hein, on le sait pas ici, hein, mais font des voyages à Cuba pour se renseigner sur comment les choses sont posées à Cuba, dans le mouvement des Sans-Terre en Brésil, dans plein d'exemples où finalement les questions se posent différemment parce qu'elles sont l'objet de luttes qui sont beaucoup plus avancées que chez eux pour des raisons techniques, hein, des raisons de lutte anti-impérialiste. Voilà en gros ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai tout dit? Je regarde un petit peu. Je fais semblant de regarder mes notes. Ah oui, tiens, voilà, peut-être en conclusion, à part, peut-être vous me poserez des questions si vous voulez après, si vous n'êtes pas trop fatigué. Mais concrètement, l'écosocialisme, pour revenir un peu au début, l'écosocialisme apparaît puisqu'il s'agit d'un mouvement de pensée qui ne se concrétise par rien, hein. Ce sont des philosophes et des écrivains, hein. Et moi, ça m'intéressait pas à cause de ça. Mais je me dis aussi, selon l'adage léniniste, pas de révolution pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie révolutionnaire? On pourrait tous se dire qu'on l'a déjà. Mais quelque part, Lénine a réagi comment à l'époque de l'envol de l'impérialisme et de la première mondialisation du début du XXe siècle. Lénine a actualisé le marxisme. Il a produit une œuvre immense d'ailleurs, mais qui est une œuvre fondamentale pour l'histoire du marxisme, face à de nouvelles questions. Celle de l'époque de Lénine, c'était la question anticoloniale et anti-impérialiste, et puis les questions directement liées à la prise du pouvoir, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on a des questions... Alors moi, je ne vais pas dire que l'écologie est une question centrale de la politique, hein. C'est pas au contraire, même, j'aurais plutôt tendance à dire que, puisque ça peut être collatéral, voilà, il ne faut pas oublier le cœur de la lutte de classe, bien sûr, mais même de point de vue collatéral, ça mérite qu'on écoute ce que disent, ou qu'on regarde en tout cas ce que font les autres en Chine et ailleurs, de ce point de vue-là, parce que ces questions ne sont pas sans intérêt, elles sont, moi j'en suis convaincu, hein, des questions de plus en plus cruciales, parce qu'elles sont de plus en plus sociales, en tout cas faisant des dégâts sociaux de plus en plus importants. Et à ce stade, au fond, le réflexe de beaucoup de camarades serait de dire, oui, mais là, où est-ce que vous voulez nous emmener avec votre écologie là? Nous, on est marxistes, on n'a pas besoin de ça, l'écologie. J'espère vous avoir dit un petit peu qu'effectivement, on n'en a pas besoin, si vous avez compris un peu. Bon, ou si j'ai été assez clair. Mais il faut quand même que le mouvement marxiste continue. Et quelque part, il nous manquerait un Lénine de ce point de vue-là. Parce qu'à l'époque de Lénine, allez, je dis ça, mais c'est pas pour personnaliser les choses, mais un Lénine ou plusieurs Lénines ou que sais-je. En tout cas, un praticien qui sera à la fois théoricien et qui permettrait non pas seulement
de réactualiser le marxisme à la lumière de ces nouvelles questions, mais surtout d'empêcher le révisionnisme sous l'alibi de ces nouvelles questions. Car à l'époque de Lénine, vous aviez des Kautsky, des Bernstein, et bien d'autres, des Bruder et tout ce que vous voulez, qui étaient en réalité des gens qui se sont positionnés face à la nouvelle question de l'impérialisme en disant « mais Marx n'a pas parlé de ça au fond. Moi je vais en parler. » Et du coup, ce qu'il a dit Marx, ben, maintenant qu'on voit que l'impérialisme est en train de faire des monopoles alors que tu croyais que c'était la libre concurrence, etc., ça prouve que Marx avait raison dans son analyse du capital, que la plus-value ça existe, tout ça, mais qu'aujourd'hui, c'est pas la lutte des classes qui va permettre de résoudre la question, il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à verser dans le réformisme, dans la social-démocratie, etc. Donc tous les révisionnistes sont des gens qui ont essayé de dévier la recherche marxiste, en tout cas le mouvement marxiste en termes de théorie, la théorie marxiste, pour l'emmener vers ce qu'on appelle le révisionnisme. D'accord ? Mais le révisionnisme est permanent en réalité. Il y a aussi une lutte pour conserver le marxisme. On dit toujours les orthodoxes, les marxistes orthodoxes, parce que maintenant il faudrait toujours actualiser, etc. Et que donc l'orthodoxie est néfaste et funeste, puisqu'il y a des nouvelles questions et vous ne voulez pas les voir. Mais en réalité, il y a non seulement une nécessité de voir ces nouvelles questions, mais il y a aussi une nécessité de trouver dans le marxisme, donc l'exégèse de Marx de la part de Bellamy Foster et d'autres, de ce point de vue, j'ai changé de position par rapport à ça. Je trouve que c'est tout à fait légitime de revenir à Marx pour empêcher ces tentations de révisionnisme qui vont nous emmener... Vous savez, les éco-socialistes d'aujourd'hui, la grande majorité, sont des gens qui disent, bah tiens, il n'y a plus d'ouvriers aujourd'hui. C'est simple, hein, c'est des choses que vous avez déjà entendues en fait. Il y a à la fois des nouvelles questions, mais la classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Qu'est-ce qu'elle va répondre au problème du réchauffement climatique? Les ouvriers, ils produisent du CO2. C'est pas eux la solution. Donc ils vont dire des trucs comme ça. Après, ils vont dire, de toute façon, il n'y a plus de classe ouvrière. C'est fini. Donc, la nouvelle classe révolutionnaire, qui n'a jamais été une classe, ce serait la jeunesse, ou les fonctionnaires, je pense à Bernard Friot, ou les étudiants, bah, les jeunes, voilà. Ou les femmes, mais les femmes du point de vue, attention, hein, comme si c'était une classe. Hein. Je suis pas antiféministe, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de comment on pouvait réfléchir à tout ça de façon convergente. Et donc, pour empêcher ces révisionnismes, il faudrait que, au lieu de se méfier de ces questions, à la fois scientifiques et politiques, on les traite réellement. Mais pas les traiter sous la forme seulement d'une exégèse de Marx, mais aussi sous la forme d'un examen attentif et critique des expériences socialistes sur le sujet. Voilà. Merci. En fait, j'ai abordé les deux sujets là dans le livre, hein, sur l'intelligence artificielle et sur la question du genre, entre guillemets, pour essayer d'illustrer une position de la gauche occidentale vis-à-vis de la science. Un peu comme à une certaine époque, le mouvement ouvrier était un mouvement qui avait des tentations de casser les machines plutôt que s'attaquer au patron, les ludistes et les canuts et tout ça. Enfin, l'idée que finalement, on dévie les luttes sur l'hostilité vis-à-vis de la science ou sur le fait que... Bon, moi, après, sur l'IA, je vais répondre très vite. J'ai fait une petite partie sur l'IA, non pas parce que je suis pas du tout spécialiste de ça. Par contre, ça m'intéresse l'histoire de l'IA en tant qu'elle est quand même née en Union soviétique, au fond. Ces questions-là ont été posées en URSS, et il me semble que dans la lutte pour une science plus efficace et mieux orientée, l'IA répondrait à beaucoup de questions qui s'étaient posées trop tardivement en Union soviétique, par exemple, sur l'allocation des marchandises, etc. Mais parce que, bien utilisée, l'IA est une technique qui permet de faire beaucoup de choses, y compris dans le socialisme, parce qu'on l'utilise aussi en Chine. Donc si on dit aujourd'hui,
l'IA va remplacer l'humain, ça c'est un peu en lien avec la question du transhumanisme. Moi, j'en parle pas vraiment du transhumanisme dans le livre. Je pense que la question du transhumanisme, je parle de ça dans ma conclusion, parce qu'il me semble que c'est une question très actuelle. On pose des questions sur l'avenir de l'homme, alors qu'en réalité, c'est une question d'aujourd'hui, sur notre position vis-à-vis de la science et de l'avenir. Pour moi, elle ne peut pas se poser. C'est un peu comme à l'époque de Marx, il ne pouvait pas décrire le communisme non plus. Donc la question du transhumanisme, c'est une question très idéaliste sur comment est-ce qu'on pourrait être remplacé, comment l'homme va être questionné. Voilà. Donc je ne parle pas du transhumanisme comme une question, mais comme un symptôme des questions que se pose le mouvement, je dirais, progressiste au sens large, ici. Ça, c'est sur cette question qui n'est pas de mon fait à moi. Enfin, qui n'est pas une question de biologie. Et après, mais qui m'intéresse en tant que scientifique au sens large. Voilà. Parce que j'étudie en même temps un peu l'épistémologie et l'histoire à la fois de l'épistémologie marxiste et l'histoire de l'épistémologie occidentale aussi, par rapport à ça. Et sur la question du genre, là aussi, en réalité, j'ai mis genre, mais en tant que cette question écrase une question centrale qui est celle du féminisme. Pour dire les choses très vite, la question du féminisme est une lutte pour obtenir l'égalité de fait entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes. Pour obtenir cette égalité, il faut dépasser des questions matérielles. Mais les dépasser, ça ne veut pas dire les nier. Ça ne veut pas dire affirmer qu'elles n'existent pas. Or, les tendances des sciences sociales progressistes, des studies, comme on dit, sur le genre, visent à nous faire croire que la science a un nouveau regard, plutôt les sciences sociales, sur ce que devrait être l'égalité homme-femme. Donc, pour moi, là encore, je vais avoir l'air d'être en géostationnaire sur l'Union soviétique, mais ce qui m'intéresse, c'est l'expérience déjà faite. Et les acquis, moi, ça ne m'intéresse pas non plus de dire les premières féministes, c'était Clara Zetkin et Kollontai et tout ça. Je connais cette chanson. Ok, c'est vrai. Mais c'est pas tellement ça moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est pas les personnes. C'est comment on a résolu la division centrale entre les hommes et les femmes, qui n'est pas une division intellectuelle ni biologique en ce sens-là, mais qui est quand même une question biologique, qui est celle de la maternité. La maternité est ce qui distingue les hommes et les femmes. La maternité ne distingue pas, est une distinction qui concerne les femmes qui n'ont pas d'enfants, aussi. Mais de la même façon que je parlais tout à l'heure d'exaptation, en disant que les ouvriers pouvaient libérer l'ensemble du peuple, la question de la maternité est une question, je ne parle pas des mères en tant que telles, mais la question de la maternité, la capacité à avoir un enfant et à allaiter, sont des éléments qui ont été des alibis pour créer une inégalité de fait sociale entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes, en tant que travailleurs. Or, dans les pays socialistes, cette question n'a pas été réglée par « Ah ben finalement, il n'y a qu'à pas faire d'enfants, parce que c'est pas bon pour la planète. » D'abord, c'est des consommateurs, c'est un producteur de CO2 aussi. Enfin bref, on connaît cette idée, disons, antinataliste, d'une certaine façon, ou maternophobe, parce que j'ai utilisé ce terme dans le livre, qui dit, ben voilà, le vrai féminisme, c'est détacher c'est Badinter, c'est détacher la mère de la femme. C'était ça son titre en plus. Hein. C'est un titre comme ça d'un best-seller où il disait le conflit, la femme et la mère. Voilà. Et donc, quelque part, on retrouve beaucoup dans le féminisme dit bourgeois, le féminisme bourgeois, qui a son histoire propre, hein, cette question de, de toute façon, le pays le plus évolué en termes féministes, c'est les États-Unis, puisqu'il n'y a pas de congé maternité du tout. Les femmes reviennent au travail tout de suite. Quelle belle égalité, quelle belle carrière. Alors que le féminisme soviétique, c'est un féminisme
soviétique et plus, hein. Un féminisme qui donne au minimum 1 an de congé maternité payé 100%, et la garantie du retour à l'emploi ensuite, qui donne des crèches dans les usines, pour l'allaitement, qui est une question de santé publique. Ici, on dit que le féminisme bourgeois dit le lait en poudre, dont vous connaissez le marché extrêmement lucratif, est un facteur de libération des femmes. C'est pas ce qu'on pensait dans les pays socialistes. Je dis pas que le lait en poudre, c'est pas bien. Parce que césarienne, lait en poudre et toutes les avancées techniques et scientifiques sont des avancées majeures. Mais quand elles deviennent systématiques, en Tunisie par exemple, essayez de comprendre pourquoi 98% des femmes utilisent du lait en poudre. Comment ça se fait? C'est fou ça. Ici, on sait que, enfin c'est un acquis peut-être d'avoir interdit la publicité pour le lait en poudre dans les rues. Ça n'est possible que dans les pharmacies. Mais la question de l'allaitement, moi je le dis en tant que biologiste, le lait en poudre, c'est-à-dire le lait de vache, même transformé, n'égalera jamais le degré de complexité, le degré de salubrité du lait maternel qui change d'heure en heure, qui change entre les bébés garçons ou filles, qui change entre le fait, enfin, selon que le bébé est malade ou pas. Tout ça n'est pas adapté à la standardisation du lait maternel. C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que, j'en ai pas parlé, mais concrètement, le socialisme a toujours aussi défendu la diversité. Pas seulement la biodiversité, mais la diversité de façon générale. Alors, il faudrait aussi donner des exemples, mais défendre la diversité, c'est lutter contre la standardisation capitaliste. Et la standardisation capitaliste, elle se voit dans les sols, elle se voit dans les cultures agricoles, elle se voit aussi dans les médicaments, elle se voit dans le lait maternel, dans plein d'endroits de la société capitaliste. Il faut toujours une solution unique et immédiatement rentable. Quand le progrès, au moins en termes biologiques, et la solution est toujours la diversité. Et la diversité est toujours plus coûteuse que la standardisation. Raison pour laquelle la diversité a toujours été défendue, même inconsciemment, dans les pays socialistes, alors que la standardisation a toujours été présentée comme la solution à tout dans nos pays à nous. Donc là, sur le lait maternel, vu comme une libération des femmes, alors qu'en réalité, une mère qui souhaite allaiter, je ne dis pas qu'elle doit le faire, mais le souhait d'allaiter son enfant doit être garanti au niveau social par la certitude de retourner à l'emploi, d'être payé 1 an et non pas 2 mois ou je ne sais pas combien, et de dépasser cette différence pour qu'elle ne puisse pas être l'alibi permettant de payer moins les femmes que les hommes parce qu'on les soupçonne toujours de pouvoir avoir un enfant à un moment ou à un autre. Ce qui concerne toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est une question, la maternité, une question biologique, est une question qui en réalité sous-tend, non pas parce qu'elle doit l'être, je ne suis pas en train d'essentialiser les femmes, je suis en train de dire quelque chose d'historique, qui est une construction de l'inégalité homme-femme, basée sur un fait objectif qui est cette capacité en tout cas cette grossesse, cette capacité d'allaitement, qui sont 2 différences biologiques qui doivent être dépassées, non pas biologiquement, mais socialement. Donc là-dessus, si vous voulez, là c'est un argument qui peut choquer, hein, ça je l'entends bien, hein, ça peut choquer parce comment dire, c'est pas. Moi j'entendais par exemple, mais ça ne concerne pas que la maternité. L'inverse est possible aussi. Je ne sais pas si vous avez vu une émission d'Arte là qui est disponible en replay en ce moment sur le paradoxe polonais. Mais j'ai une copine serbe dans la salle qui vous dira que en Yougoslavie c'était pareil et dans bien d'autres pays socialistes. Vous aviez une constitutionnalisation du droit à l'IVG dès les années 50, d'accord. Et là où vous savez ici, ça n'est pas constitutionnel, mais ça a été légalisé en 75 et 79. Donc du coup les pays occidentaux ont un retard énorme sur cette question-là y compris, qui justifiait, donc il l'explique dans le reportage, où ceux qui le présentent sont des féministes polonaises actuelles anticommunistes, qui disent « Mais vous vous rendez compte, dans un pays totalitaire, les femmes avaient plus de droits que dans les pays libres de l'Europe de l'Ouest, parce que des Suédoises
qui était juste à côté de la Pologne, il y avait des filières de femmes qui venaient bénéficier de l'IVG en Pologne pour revenir ensuite chez elles et qui étaient criminalisées à leur retour. D'accord ? Et c'était pas que en Pologne, hein, c'était dans bien des pays. Ça, il faut essayer de comprendre comment ça se fait que c'est pas le féminisme bourgeois qui l'a obtenu. Ça n'est pas ce n'est pas juste les luttes ouvrières qui l'ont obtenu non plus. C'est des luttes ouvrières à caractère féministe, à l'intérieur d'un mouvement de construction du socialisme avec ses critiques et ses avancées. Mais ce mouvement-là était un mouvement qui a permis aux femmes d'avoir une possibilité de dépasser les contradictions inhérentes à la biologie, mais les dépasser politiquement et socialement. Quand il y a quelqu'un aussi dans la salle qui se trouve être mon épouse et qui a une fois discuté avec celle qui m'a tout appris en matière de féminisme, voilà, et donc qui en plus est elle-même tunisienne et qui m'a beaucoup appris sur le féminisme tunisien, en tout cas dans les pays semi-colonisés qui ne sont pas soumis aux mêmes questions que le féminisme ici. En tout cas, qui disait dans une discussion avec une féministe dans une fête de l'UMA il y a quelques années, mais les congés maternité, vous en parlez pas dans votre magazine, c'était le magazine Cosette ou un truc comme ça. Elle disait oui mais la carrière, et la carrière alors, c'était ça le centre du féminisme, c'était bah oui mais la carrière, bah oui mais je veux dire 90% des femmes de cette planète ne sont pas des ingénieurs n'ont pas des hauts postes hein, dans le système de production des pays capitalistes. Des ouvrières, je suis désolé, mais elles n'ont pas tout de suite envie de revenir à l'usine après avoir accouché. Hein. Donc, et pourtant, on ne peut pas leur reprocher de souhaiter avoir un enfant, comme tout le monde. Donc la question de pouvoir avoir un enfant est une question, pour moi, qui traverse la question féminine, question féministe, non pas parce que toutes les femmes devraient avoir un enfant. Enfin, je ne veux pas avoir l'air d'être dans le logos réactionnaire, essentialiste, disant que la femme c'est fait pour rester. Vous voyez, vous comprenez bien que la résolution de ce problème, c'est pas de mettre la femme au foyer, c'est de permettre l'égalité de fait dans la production des hommes et des femmes et dans le salaire, en dépassant cette question-là. Voilà. Donc après la question du genre, je l'ai posée en ayant dit ça, sur une double critique des TERF. Si vous ne connaissez pas les TERF, c'est les féministes bourgeoises anti-trans, si je ne me trompe pas. Féminisme de droite. Voilà. Donc c'est un truc effectivement anglais, mais voilà. Et puis des queers, d'autre part, qui sont en fait leur double inversé, les queers, qui sont un mouvement, enfin c'est un mouvement initialement nord-américain aussi, et qui est en fait une forme d'opposition, je dirais superficielle et anti-science, pour reprendre les termes que j'ai utilisés tout à l'heure, de la question féminine, en disant de toute façon il n'y a pas de femme. Alors, il n'y a pas de féminine puisqu'il n'y a pas de femme. Les genres c'est subjectif, chacun a son genre, et donc c'est fluide. Et donc, si c'est fluide, pourquoi poser les questions sur un problème qui en réalité n'existe pas et mérite simplement d'être déconstruit? Or, on ne peut pas déconstruire la maternité en tant que phénomène biologique dans l'histoire humaine. On ne peut pas la déconstruire en disant qu'elle n'existe pas ou que le problème ne serait qu'une oppression subjective sur un ressenti subjectif. La question est bien matérielle, donc biologique de ce point de vue-là, et donc biologique nécessite une solution qui n'est pas biologique cette fois-ci, mais qui peut être technique, mais qui est avant tout politique. Les solutions de Léon Poudre, de généralisation à tout va, de la césarienne, je vous rappelle que c'est en Union soviétique qu'on a développé toutes les techniques d'accouchement sans douleur, qui n'étaient pas des techniques chimiques, c'était des stages. Ça coûtait très cher parce que justement, il fallait, c'était tout un enseignement et toute une science de la psychologie pavlovienne qui permettait justement cet accouchement sans douleur qui était complètement oublié ici. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y avait une solution d'un côté qui était coûteuse, mais qui était politique, et de l'autre, une solution chimique
Que ce soit les pesticides ou le lait en poudre, pour moi, c'est toujours la même idée. La standardisation, vous savez, il y a une autre question, c'est les antibiotiques, par exemple, vous voyez, c'est pareil. L'antibiotique comme lutte anti-bactéries est aussi une solution de standardisation quand, en Union soviétique, on avait développé la phagothérapie, qui est la recherche des virus antibactériens qui pullulent partout, mais dont il faut isoler les souches pour savoir chaque type de bactérie a son phage qui permet un traitement spécifique. Là aussi, gros coût, une grosse bibliothèque de phages nécessaire pour traiter toute mais qui ne suppose pas la résistance, enfin l'antibiorésistance qui se développe maintenant à plein régime, l'antibiorésistance qui est un effet d'une standardisation. Je ne dis pas que les antibiotiques sont une avancée majeure, mais la standardisation et la généralisation à toute la planète des antibiotiques provoque l'antibiorésistance. Et là, on n'a pas de sortie à ce problème, en dehors de ces... Il y a des gens maintenant au CNRS qui vont chercher les bactériophages en Géorgie. C'est là qu'on concentrait toutes les souches de bactériophages pour essayer de traiter des gens ici en France qui ne peuvent plus être traités par les antibiotiques. Standardisation d'un côté et diversité de l'autre. Après... juste pour vous dire que le prochain café marxiste aura lieu donc ici même le 17 mai, samedi 17 mai, et on va parler de Trotsky. Voilà. Donc, j'ai écrit Trotsky. Il vient ou pas ?